On peut dire qu'il y a un Graal en matière aéronautique, c'est le décollage vertical. Ça a toujours excité les ingénieurs. Au-delà de ça, il y a un Graal sur le Graal, c'est l'avion à décollage court et atterrissage vertical supersonique. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur le Jump Seat. Bonjour au chat. Bonjour à toi Frédéric. Bonjour à toi Gilles et bonjour à tous. Et donc aujourd'hui c'est du lourd, c'est du très très lourd, puisque le sujet principal de cette émission c'est donc le F-35. Oui, l'avion à 1700 milliards de dollars. Pourquoi 1700 milliards de dollars 1700 milliards de dollars à la louche, à quelques millions près, c'est ce que va coûter la flotte américaine de F-35 sur la durée de vie de l'avion, 30, 40, 50 ans, grosso modo. Et sur ces 1700 milliards de dollars, on compte à peu près 400 milliards de dollars pour l'achat de 2700 avions. 2700 Oui, avions. Pour les Américains. Pour les Américains. Ouais. Et le reste, 1300 milliards de dollars pour l'entretien et les modernisations sur sa durée de vie. Quoi. D'accord. Et là-dedans, on ne parle pas évidemment du prix pour la formation des pilotes, etc. etc. Non, je pense. Enfin, peut-être, mais c'est très accessoire, en tout état de cause. Oui, c'est déjà une première indication de l'ampleur du programme, puisqu'il est souvent qualifié de programme d'armement le plus ambitieux depuis la plus haute antiquité. Mm-hmm. Et pour donner un petit ordre d'idée, il y a 20 ans, quand les avions ont fait leur premier vol, on estimait que l'avion coûterait à peu près 200 milliards de dollars pour 3000 appareils. Aujourd'hui, on est au double, à 400 milliards pour moins d'appareils. D'accord. Pour quelques centaines d'appareils en moins. Donc il y a aussi une inflation dont on reparlera. Oui, on va en reparler très très rapidement de tout ça, parce que donc effectivement c'est un sujet passionnant, c'est un sujet brûlant aussi, parce que bon le surtout F-35, si on est derrière, oui. Mais bon, donc on va parler en détail donc du F-35. C'est surtout toi qui vas en parler, sachant que tu es quand même un expert de la question militaire. Et puis je pense que le chat aura aussi beaucoup de questions à te poser. Je lisais une remarque de Frank May qui disait qu'effectivement Lockheed avait été choisi pour le U-2 et le CR-71 parce qu'il était réputé pour tenir les délais et les coûts annoncés, mais ça c'était dans une autre époque. Le U-2 s'était fait pratiquement sur une poignée de main entre Kelly Johnson et le Pentagone avec un cahier des charges qui tenait sur une page recto verso. Quoi. Donc c'est vraiment une autre époque. Ouais. Est-ce qu'on commence par le jeu concours ? Oui, bien sûr. Bon. La question est de savoir pourquoi F-35 ? Pourquoi 35 dans F-35 ? Donc pourquoi le chat, on vous pose la question, pourquoi F-35 ? Alors il y a Franck May qui a répondu, ça y est, donc il a gagné. 35 ans de retard et 35 milliards de dépassement. Ah ouais, c'est pas mal, mais on est à beaucoup plus que... Combien il dit ? 35 milliards de dépassement ? Ouais. Non, c'est pas la bonne réponse. En fait, personne n'a la réponse. On sait pas trop pourquoi. Il y a eu un couac au niveau de la présentation officielle de l'avion. Le démonstrateur s'appelait X-35 de Lockheed et donc le gars qui faisait la présentation, qui était un officiel du Pentagone, a pris la liberté de dire voilà, c'était le X-35, donc on va l'appeler le F-35 en toute logique. Il aurait dû s'appeler le F-24 ou F-25. Ouais. C'est pas avéré, mais c'est une déduction logique. Ouais, c'est ce qu'on pense. Ouais. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, c'est l'énigme F-35, parce que c'est toi qui a eu l'idée de ce titre. Pourquoi l'énigme ? Parce qu'on ne sait pas trop, on a beaucoup de chiffres qui circulent sur cet avion, beaucoup de dates, il y a quand même beaucoup d'avions aussi qui commencent à tourner, on en est à plus de 900 appareils construits, toutes versions confondues, et puis on en est toujours à se poser des questions de base sur cet avion, qu'est-ce qu'il vaut, est-ce que c'est une bonne affaire, est-ce que c'est une bouse, voilà. Et on a beaucoup de mal à comprendre véritablement ce qui se passe dans sa tête. Sachant que c'est d'autant plus frustrant que nous, Français, on n'a pas d'avion, on n'a pas de pilote qui évolue dessus, on n'est pas prêt d'en avoir, pour des raisons qu'on expliquera peut-être un peu plus tard. Et donc on reste avec une multitude de points d'interrogation quand on évoque cet appareil. Qui sont les concurrents aujourd'hui du F-35 ? Alors qui étaient les concurrents hier ? Parce que le F-35 a fait le ménage, il n'y a plus beaucoup de... Ah bon ? Oui, c'est ça qui est fort aussi avec cet avion, c'est que donc, malgré toutes les questions... Le F-35, il est construit par... Lockheed Martin. D'accord. Et en face, il y a qui alors ? Et en face, il y a plus grand monde, on va en parler, oui. Alors, côté américain, il y avait le Super Hornet, F-18, qui a été... Boeing, ça ? Boeing, oui. Ouais.
hérité de McDonnell Douglas et repris par Boeing, qui a été en concurrence avec le F-35 sur pas mal de marchés et qui a été battu à chaque fois. C'était d'autant plus vexant pour Boeing que, par exemple en Suisse ou en Finlande, le Super Hornet aurait pu remplacer le Hornet précédent. Donc il y avait quand même une certaine continuité dans la famille. Ça aurait pu fortement jouer en faveur de Boeing. On s'est aperçu que le Super Hornet s'est fait balayer comme un fétu, quoi. Donc voilà, le F-35 a commencé par tuer le Super Hornet. Et puis, bien sûr, son objectif, plus ou moins avéré, mais enfin, c'est de tuer l'industrie européenne. Et donc, le Gripen en prend plein la figure aussi. Donc le Gripen, il est suédois fabriqué par de Saab, par Saab, le Saab Gripen des Suédois en prend plein la figure, puisqu'il se fait petit à petit éjecter des quelques petits marchés qu'il avait en Europe centrale. L'Eurofighter, le Typhoon, enfin l'Eurofighter des Anglo, Italo, Allemands. Ce qui est repris par Airbus. Oui, qui est un avion Airbus, oui, bien sûr. A beaucoup de mal aussi à s'imposer. Et quand on fait le compte sur le champ parmi les décombres, on n'a plus que le Rafale aujourd'hui, qui se pose comme le principal concurrent du F-35. Aujourd'hui, c'est un duel sur les marchés. Quand il y a un marché qui s'ouvre, un appel d'offres, c'est le duel Rafale. Alors, c'est le duel Rafale. Oui et non. Quand on regarde par exemple l'Inde pour la fourniture d'avions embarqués, on s'est aperçu que c'était un duel entre Rafale et Super Hornet, mais pour des raisons particulières, puisque les Américains ne souhaitaient pas vendre l'avion aux Indiens. Donc le F-35 n'était pas présent. Très souvent, le duel, tu as toujours aussi quelqu'un tu as plus de 2 avions. Tu as l'Eurofighter, tu peux avoir le Gripen, tu peux avoir le F-15 éventuellement. Ou, je crois que le Super Hornet, maintenant, ils ont un petit peu renoncé à le présenter. Mais à la base, il y a aussi quand même plusieurs avions. Mais dans les faits, en phase terminale, ça se résume à un duel F-35 Rafale. Ce qui est aussi un témoignage sur la valeur du Rafale et sur sa longévité. Ceci dit, les 2 avions ont volé ils ont volé à quelques années d'écart l'un de l'autre, donc ils ne sont pas si éloignés que ça en termes de génération. Les objectifs à la base, au début du programme, n'étaient pas les mêmes. Je lis la remarque de Franck May. L'objectif US était que le F-35 remplace le F-16 dans tous les pays amis, donc il le pousse à fond. Il lit la suite aussi. Oui, quitte à biquer directement Boeing. Voilà. Ouais, oui et non, parce que il est évident que les Américains ne vont pas vendre le F-35 partout où ils ont vendu du F-16. Ils ne vont pas le vendre aux Pakistanais, ils vont pas le vendre Alors ils devaient le vendre aux Turcs, et puis il y a eu un gros crabouillat. Les Turcs ont voulu acheter du missile solaire russe, et donc les Américains se sont fâchés, ils ont coupé les vivres sur le F-35. Il y a quand même beaucoup de pays, notamment des pays où le F-16 est vendu en deuxième main, où il est hors de question de vendre le F-35. Ils ne vendront pas aussi le F-35 au Moyen-Orient, pour l'instant, hormis Israël. Après, c'est vrai que à la base, et ça c'est intéressant, la remarque de Franck May est intéressante, parce que le programme F-35 a été lancé à la base pour remplacer le F-16 et le A-10. On en reparlera aussi de ça. Et pourquoi le F-16 ? Parce que dans l'image des promoteurs de l'avion, le F-35 devait être un avion bon marché, simple et bon marché comme le F-16. Simple et bon marché. On voit que ça a beaucoup dérivé. Le F-35 devait être aussi capable de remplacer le A-10, et là ça a aussi énormément dérivé. On est carrément à côté de la plaque de ce point de vue-là. Donc il y avait la bonne idée de départ, les bonnes résolutions du départ, et puis 20 ans plus tard, on voit ce que ça donne à l'arrivée. Donc tu dis qu'il reste maintenant plus qu'en face du F-35 le Rafale. Est-ce que ce sont 2 modèles équivalents ? Le Rafale est bien meilleur, enfin. Mais quelle question, Gilles ? Non, c'était pas. On était convenu de dire ça, non ? Oui, c'est ça. Et on doit le répéter. Oui. On doit le répéter. Ce sont 2 avions très différents, alors qui se retrouvent à travailler ensemble de facto, puisque effectivement le F-35 inonde l'Europe. On va arriver à entre 12 et 15 pays européens. Et je reviens sur le F-16. D'ailleurs, à l'époque, on se disait le F-16 marché du siècle, c'était extraordinaire, avec 4 pays européens qui l'achetaient au départ. 3 ou 4, enfin il y avait la Hollande, la Belgique, la Norvège, et puis le Danemark, peut-être le Danemark, oui.
Mais aujourd'hui, on voit que cet objectif est complètement pulvérisé. Je t'ai dit, entre 12 et 15 aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, on parle du Portugal qui achèterait une vingtaine d'avions, 24 avions. De quel avion? Du F-35. Du F-35 aussi. Oui, le Portugal. Donc si on fait le tour des pays d'Europe, c'est faramineux. Alors, Mais 2 avions très différents avec le Rafale. Deux avions très différents, mais surtout 2 avions qui ont un poids politique différent aussi. Bien sûr, qui sont adossés à une puissance politique. Le choix. Est-ce que certains pays ont le choix entre le F-35 et le Rafale? Non. S'ils veulent la protection des États-Unis ou s'ils veulent être bien dans les petits mais là, papiers. ils ont le choix de vouloir la protection des États-Unis ou pas. Voilà. Ils ont le choix, bien sûr. Ils ont même le choix dans la date. Le F-35 a été marketé. Ils ont eu des gens de l'équipe commerciale. Ils ont eu de véritables génies. Parce qu'ils ont quand même réussi à vendre un avion à des tas de pays sans que les pays puissent voir l'avion, sans qu'ils puissent l'essayer. Alors, en leur disant c'est un avion super perfectionné, technologie très sensible, on ne peut pas vous en parler, mais signez et vous verrez quand vous l'aurez, vous serez ébouriffé. Et sincèrement, c'est comme ça que ça s'est passé au début. Ils ont vendu un avion de papier en leur disant que c'était un truc super secret, mais qu'il fallait absolument signer pour l'avoir. Et ils ont fait encore plus fort. Ils ont distribué des médailles en chocolat en disant aux partenaires signez là en bas, commencez à nous filer quelques centaines de millions de dollars et vous serez partenaire de ce programme super secret et super innovant. Et la Grande-Bretagne a signé donc pour être partenaire de premier rang. Alors, quand tu dis partenaire, ça veut dire fournir ou produire des morceaux de Alors de oui, F-35? même un petit peu plus que ça, être impliqué dans le développement de l'avion, mais ça c'est un peu un miroir aux alouettes. Ça a été le cas pour les Britanniques dans une certaine mesure. Mais effectivement, c'était surtout signé pour s'acheter une paire de menottes. Ouais. Et ça a remarquablement bien marché. Et aujourd'hui encore, c'est un avion qui se vend sur sa réputation officielle. Telle qu'elle est répandue, urbi et torbi, à travers toute la planète. 0K pose la question, pourquoi les pays européens préfèrent acheter américain plutôt qu'européen avec le Rafale? Alors, avant que tu répondes, moi je dirais le Rafale, il n'est pas européen, il est français. Il est français, et européen, il y aurait l'Airbus avec l'Eurofighter. Oui, quoique le véritable Eurofighter aujourd'hui, c'est le F-35, puisque effectivement le F-35 c'est un avion plus européen que l'Eurofighter. On voit que d'ici 2030, il y aura à peu près 550 F-35 en service en Europe, y compris quelques dizaines d'Américains qui sont basés en Grande-Bretagne. Mais véritablement, c'est un avion qui a fait une OPA sur l'Europe. Alors pourquoi acheter américain plutôt qu'Eurofighter c'est ce que je viens de dire. Alors, il y a un aspect politique très fort. On achète, quand les Tchèques achètent du F-35, quand les Polonais achètent du F-35, eh bien, ils achètent la puissance américaine derrière eux. Ils achètent une assurance vie. Ils achètent aussi une technologie. Ça, c'est clair. On en parlera tout à l'heure, mais il y a des choses qui, indubitablement, marchent sur le F-35 qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est très compliqué à savoir parce que les Américains restent aussi très discrets sur ce que l'avion sait faire, mais c'est un peu comme des ombres chinoises. On s'aperçoit par certaines choses qu'effectivement, ils se démarquent du lot. Après, il y a l'histoire des compensations économiques aussi. Ce qui est certain aussi, c'est qu'ils achètent, je l'ai dit tout à l'heure, une belle paire de menottes. Parce que quand on achète un F-35, on est lié irrémédiablement aux États-Unis pour 30 ans. Parce qu'en plus, dans ce genre d'achat, on achète une machine, mais souvent on n'a pas le droit d'aller voir ce qu'elle a dans le ventre. On n'a pas le droit d'aller voir ce qu'elle a dans le ventre, ni dans la tête. C'est surtout dans la tête que ça se passe. Et puis, parfois même aussi, on n'a pas le droit de l'utiliser comme on veut. Il faut lever le doigt pour avoir alors certains armements, bien sûr, et pour avoir le droit d'utiliser certains armements. Mais ça le client, quand il l'achète, il le sait. Il le sait, mais le client est politique, bien souvent, et bon, c'est pas son problème immédiat de savoir si dans 10 ans ou 15 ans, il pourra tirer tel armement contre sur telle cible. C'est une vision à long terme qui le concerne peut-être pas trop, quoi. Oui, d'accord. Okay. Encore une fois, un achat d'avion de combat, c'est extrêmement politique. Et on rentre directement dans le sujet.
En commençant par la première question, l'histoire de ce programme. Comment tout a démarré, Oui. voilà. Quel était le cahier des charges, etc., etc. J'ai une demi-heure, prenez un papier. L'histoire, elle est un peu à l'image de l'avion, c'est-à-dire que j'ai passé mon week-end à réviser, j'avais l'impression de passer le bac et je suis toujours un petit peu dans le flou. Donc c'est une histoire assez complexe et obscure. L'idée donc c'était de remplacer le F-16, on l'a dit. On peut dire qu'il y a un Graal en matière aéronautique, c'est le décollage vertical. Ça a toujours fasciné, excité les ingénieurs et puis et les opérationnels. Et puis au-delà de ça, il y a un Graal sur le Graal, c'est l'avion à décollage court et atterrissage vertical supersonique. Si on regarde le arrière, par exemple, on s'aperçoit que c'est un avion qui est taillé pour faire du vol subsonique, parce qu'il a une énorme entrée d'air avec une soufflante énorme, des lèvres de bord d'attaque de l'entrée d'air très épaisses. Enfin, il est absolument pas taillé pour dépasser le Mach. Et ça a toujours frustré les Anglais, bien sûr, et ça a toujours frustré les Marines aussi, qui ont été les plus gros utilisateurs de arrière. Et les Marines sont toujours poussés pour avoir cet avion supersonique parce qu'ils faisaient un peu aussi peut-être le complexe par rapport à l'US Navy ou l'US Air Force d'avoir des petits avions d'aéroclub. Et donc les Marines sont beaucoup poussés pour ça. Et à côté de ça, la DARPA, donc, qui est l'agence de recherche du Pentagone, a lancé une quantité de programmes dans les années 80-90 pour développer ces idées-là. Et de fil en aiguille, en multipliant les programmes, la DARPA, on est arrivé à l'idée de la solution technique qu'on retrouve sur la F-35B. Et ça, c'est un sujet vraiment passionnant quand on en parle avec des spécialistes. L'idée que les Anglais faisaient un peu fausse route, en fait. L'arrière avait très bien marché, mais il atteignait son apogée parce que c'était très compliqué d'en faire un avion supersonique pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Et puis parce que ces tuyères extérieures au fuselage, aller injecter du pétrole là-dedans pour avoir une post-combustion et passer supersonique, c'était mission impossible. Et donc la DARPA et les constructeurs américains qui étaient sur le coup se sont assez vite orientés, enfin relativement vite orientés vers l'idée d'une soufflante intégrée dans le corps de l'avion et reliée au réacteur par une transmission. Ça, c'était vraiment l'idée américaine qui a prévalu. Et qui a été assez vite récupéré par Lockheed Martin. Lockheed Martin, quand la DARPA a lancé ses appels d'offres et lancé ses programmes de recherche, Lockheed Martin a levé le doigt et a dit « nous, on peut le faire, on va le faire ». Et c'est là qu'ils se sont, a priori, financés sur les programmes, les Black programmes américains. Donc, ils ont eu en quelque sorte le pré-développement avant que la concurrence s'y mette, avant qu'il y ait un véritable programme, une compétition, avant toute compétition. Ils se sont fait financer déjà des avant-projets avec ce mode de propulsion. Et quand la compétition est arrivée, ils étaient prêts, pratiquement. Et pour en mettre une deuxième couche, parce que ça devenait à la mode, ils ont levé le doigt, puis ils ont dit au Pentagone, ah, mais tiens, en fait, si vous voulez, aussi, on peut vous mettre de la furtivité sur l'avion. Ah, tout le monde a dit génial, on a un avion à décollage court, atterrissage vertical, supersonique et furtif en plus. On le veut, on achète. C'est le mouton à 5 pattes. C'est le mouton à 5 pattes et on achète. Donc il y a eu ce programme qui a été lancé. Donc c'était le programme, je regarde mes fiches parce que je m'y perds un petit peu dans les dates. 1992-1993, le programme JAST, Joint Advanced Strike Technology, qui a émergé donc. Et ce programme est arrivé à une époque aussi où l'US Air Force commençait à réfléchir au remplacement de CF-16, la Navy réfléchissait au remplacement de CF-18, avait eu des velléités de faire un avion furtif qui était l'aile volante, le A-12, embarqué sur porte-avions, ça tournait en eau de boudin, enfin voilà. Et une conjonction qui a fait que Lockheed Martin est arrivé derrière avec son truc furtif. À l'époque où c'était la mode, début des années 90, c'est la guerre du Golfe, c'est le F-117 qui fait un carton, au moins médiatiquement. Et donc il y a ce programme qui est lancé. Et alors on parle de JAST au début, après ça devient assez vite, en 95 ça devient le JSF, Joint Strike Fighter. Donc là on est vraiment dans l'idée de faire un avion commun, Marines, Air Force et Navy. Et il y a la compétition qui est lancée. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, mais tu veux peut-être me relancer. En quoi est-ce plus intéressant ?
Lockheed Martin se retrouve en Moi, compétition avec... Je bois tes paroles, donc ouais. je ne veux pas t'interrompre. Lockheed Martin est en compétition avec Boeing et McDonnell Douglas, et c'est là que c'est intéressant parce que McDonnell Douglas propose grosso modo la même approche que Lockheed Martin avec je crois que c'était une soufflante aussi à l'époque. Et Boeing arrive comme comment on dit, un chien dans un jeu de quilles, en reprenant l'idée du arrière, c'est-à-dire des tuyères pour assurer la sustentation, parce que vraiment le point clé, c'est le décollage vertical. Hein, c'est ça qui va structurer tout le programme. Hein. Et donc ça se résume, McDonnell Douglas se fait éjecter assez vite, et ça se résume par une compétition entre Lockheed Martin et Boeing. Et donc Lockheed Martin part avec son avion qui ressemble grosso modo à quelque chose, c'est-à-dire un F-22 en réduite. Alors ça, c'est le projet Boeing, ça. Ça, ouais, c'est ouais. le projet Boeing, ça. On va en parler après, mais là je voulais parler, si tu veux avancer, Martin. Voilà, celle-là est bien. Là, on a les deux, là. Donc on a Lockheed Martin à droite, qui est un peu une version réduite monomoteur du F-22. La même forme en plan, la même architecture globalement, avec l'empennage arrière, la dérive double, enfin tout ce qu'on voit sur la F-22. Et puis Boeing arrive avec un truc complètement improbable, parce que ils retiennent cette idée donc pour le vol vertical des tuyères. Ils gardent quand même la tuyère arrière pour avoir une post-combustion pour faire de son avion un bidule supersonique. Mais ils gardent l'idée du réacteur corps central. Ce qui est intéressant dans l'architecture de Boeing, ils le font pour avoir un avion relativement simple et facile à produire. C'est une voilure, tout le carburant est dans la voilure. C'est une voilure porteuse et à laquelle est accroché le réacteur, le cockpit et le fuselage. D'accord. Tout est accroché à la voilure en fait. Et donc de ce fait, le réacteur est placé au centre de l'avion, ce qui facilite peut-être les choses aussi pour les questions de centrage entre les différentes versions. Enfin, le passage d'une version à l'autre, décollage conventionnel, décollage court, est peut-être plus simple sur le Boeing. Lockheed Martin, lui, a donc pousse son idée de réacteur normal, on va dire, avec la soufflante qui est immédiatement derrière le poste de pilotage. On la voit là, c'est une bosse qui est derrière le poste. Alors, c'est amusant parce que les militaires américains voient le X-32 et ils disent mais jamais on va pas voler avec ça, on va être ridicule, on va nous jeter des cailloux quoi. Cet avion est une horreur. C'est une horreur qui était relativement intéressante quand même, puisqu'elle a quand même été présélectionnée qui avait une capacité supersonique avec une entrée d'air aussi grande. Oui, parce qu'il y avait un grand moteur qui poussait, quoi. Ouais. Mais c'était le but, hein, il fallait que ce soit supersonique. Mais une voilure assez épaisse aussi. Donc, mais le F-35 aussi a une capacité supersonique. C'est un avion qui est très lourd, mais qui est très très large aussi. Il a grossi, hein. Là c'est le prototype, mais depuis il a pris du poids. Et il a une surface frontale très, très épaisse et il a un très grand moteur pour pousser ça en supersonique. Ouais. Mach 1.6. Hein. Donc voilà. Alors le truc amusant, c'est que les militaires sont... Alors l'avion, pour info, pour les plus anciens, l'avion était surnommé Monica. Le X-32 de Boeing était surnommé Monica parce que c'était l'époque où le père Clinton avait quelques problèmes à la Maison Blanche. Il avait fait des trucs pas bien avec la stagiaire. Et on a un film, peut-être, Martin. Il y a des films sur YouTube. Enfin, c'est avec des acteurs. Ouais. Et donc voilà, l'avion était surnommé Monica, je l'ai dit. Et donc les militaires n'en voulaient pas trop, quoi. Et apparemment, ce qui se dit, c'est que c'est la Navy qui en voulait pas non plus, qui a fait dégager le projet de Boeing en changeant in extremis le cahier des charges. Et notamment en augmentant ce qu'on appelle la masse bring back, hein, ce qu'on peut rapporter sur le porte-avions, c'est-à-dire la masse à l'appontage tout simplement de l'avion. Sous-entendu, quand on parle de masse à l'appontage, c'est-à-dire le carburant que l'avion peut ramener ou les munitions, ce qui est encore plus intéressant. Au lieu de jeter les munitions à la flotte avant d'apponter, on garde les munitions et on se pose avec. Et donc, ça a été un peu le coup de Jarnac parce que le Boeing a été pris à contre-pied là-desdessus. Ils ont été obligés de revoir la copie un peu en vitesse. Ils ont revu profondément l'architecture de leur avion. Et ils ont été obligés de modifier l'architecture, oui, et d'ajouter un empennage à l'arrière. Et à ce niveau-là du programme, quand tu ajoutes un empennage sur un prototype, c'est quand même qu'il y a un gros problème. Quoi, que tu passes d'un avion sans empennage à un empennage, une profondeur notamment. Et donc Boeing s'est fait éjecter. Du coup, le finaliste, c'est Lockheed Martin. Comme prévu.
Voilà, le scénario a été respecté, le script a été respecté, ouais. Et alors, en quoi c'était si important d'avoir cette capacité de décollage vertical? En 2001, je précise, Lockheed Martin sélectionné en 2001. Là, on est en 2001, quoi. 2001, d'accord. Okay. Les tours s'effondrent et Lockheed Martin décolle. En quoi est-ce si important? Alors, c'est important pour... non, en fait, c'est pas du tout important. C'est ça qui est fort avec cet avion, c'est qu'on pourrait très bien s'en passer, mais c'est les Marines qui... Là, on rentre dans les luttes intestines du Pentagone. Les Marines luttent pour leur existence depuis qu'ils ont été créés. Ils ont cette réputation d'être force expéditionnaire, donc ils ont des porte-aéronefs qui sont capables d'emporter des hélicoptères et des avions à décollage court et atterrissage vertical. Ils ont des Harrier. Je disais tout à l'heure, ça a été le plus gros utilisateur de Harrier et ils en ont encore. Et à côté de ça, ils ont le droit de mettre quelques avions traditionnels, donc des F-18 et maintenant des F-35 sur les porte-avions de la Navy. Mais ils sont tolérés sur les porte-avions de l'US Navy. Ils sont quand même des intrus, quoi. Ils sont des casques à boulons. Ils sont pas très marrants, les Marines. Et voilà. Et donc les Marines luttent pour leur survie et ont poussé très très fort pour ce F-35B à décollage court et atterrissage vertical. À cela, s'est ajouté les quelques petites marines dans le monde, comme les Italiens, les Espagnols, aujourd'hui les Japonais, les Coréens. Allez, je vais être méchant, mais qui font une affaire de fierté nationale d'avoir un porte-aéronef. Même s'il n'y a que 8 avions dessus, voilà, ils font partie du club et ça leur coûte X milliards, mais voilà, ils ont le ticket d'entrée, ils font partie du club. Et ces gens-là, il faut les capter et les tenir. Donc c'est pour ça que tu as cette version en décollage vertical. Mais alors là où c'est gênant, c'est que effectivement tout le F-35 a été bâti autour de cette contrainte. Il a été bâti. Alors là, on entre dans un très très gros chapitre sur l'histoire du F-35. C'est la. Alors, avant de rentrer dans cette histoire, il y a quand même deux questions là sur la capacité VTOL, donc décollage et atterrissage vertical du F-35. GRLD 748. Tous les F-35 ne sont pas VTOL, évidemment. Non, on aurait peut-être dû le dire. Il y a 3 versions. Merci, JRLD 748. Et il y a 3 versions. Il y a le F-35A, qui est la version US Air Force. Décollage classique, atterrissage classique. Voilà, voilure un peu chargée au mètre carré, mais voilà, chasseur bombardier. La deuxième version, c'est le F-35B, donc Short Takeoff Vertical Landing, donc STOVL, construite pour les Anglais et pour les Marines américains. Et la troisième version, c'est le F-35C, donc embarqué sur porte-avions avec un train spécifique, notamment le train avant pour pouvoir être catapulté, un train à 2 roues, alors que les autres versions, c'est un train à une seule roue. Une crosse d'appontage, qui a foutu un peu la honte à Lockheed Martin parce qu'ils s'étaient un peu mis le doigt dans l'œil au début sur la première version. Là, ça, c'était un petit moment, ils avaient un peu le rouge au front. Et puis surtout une voilure un peu plus grande pour augmenter l'autonomie. Tout ça pour dire que finalement la version idéale de l'avion, ce serait peut-être la version US Air Force avec la voilure de la Navy, mais ça c'est un autre problème. Voilà les 3 versions. Alors la question d'Elliott Beer est aussi très intéressante, je trouve, parce que donc réaliser un avion à décollage et atterrissage vertical, ça a l'air d'être un casse-tête. Et moi j'ai eu l'occasion de le voir et de l'entendre à Farnborough l'année dernière. J'ai encore les tympans vrillés. C'est un bel engin de cirque, mais est-ce que dans la réalité, pour reprendre la question d'Elliott Beer, est-ce que c'est régulièrement utilisé? Par ceux qui l'ont acheté, ben oui, ils n'ont pas le choix. Mais pour répondre plus sérieusement à la question... Cet avion peut aussi décoller oui, bien sûr. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils le fassent parce que je pense que quand ils sont à terre, ils décollent aussi comme le Harrier le faisait. Hein. De toute façon, ils font toujours un décollage roulé. Mais je pense qu'ils font un décollage roulé avec le saut pour partir en vertical juste après. C'était quoi la question? Est-ce qu'il est finalement régulièrement utilisé? Oui, avec un bémol, c'est-à-dire que quand même la version à décollage court et atterrissage vertical, elle est plus lourde. Elle fait à peu près 1,5 tonnes de plus à vide que les autres versions. Donc ça se paye. 1,5 tonnes pour un engin qui fait combien de tonnes à vide? 16 autour de 15-16, non? Un
petit peu moins, ouais. Je pense que pour la version conventionnelle, un petit peu moins. Pour la version à décollage court, tu rajoutes la tonne et demie, effectivement. Et puis en pleine charge, il doit pas être loin des 30 tonnes, quoi. Donc c'est un avion qui est quand même, allez, on va dire, 15-20% plus lourd que le Rafale, quoi. 10-15%, oui. Ce qui est étonnant dans cet avion, on reste sur les devis de masse, c'est qu'il embarque quand même 8 tonnes un peu plus de 8 tonnes de carburant. Ça, c'est phénoménal, quoi. C'est presque autant que le Rafale avec ses pleins internes et 3 réservoirs lourds. Alors que et lui, là, c'est le tout en F-35, interne, tout en interne. pour des respects de furtivité. Oui, c'est une outre volante, ce truc. Et je termine là-dessus sur la version à décollage court. Donc un avion plus lourd, des soutes à munitions un peu plus petites et donc un rayon d'action plus court aussi. Donc s'il fallait résumer, c'est quand même un avion un petit peu moins bon que la version classique. Alors, tu as dit trois versions, ça se répartit comment en pourcentage? La plus vendue, c'est la version conventionnelle, je La version suppose. conventionnelle, si on prend les chiffres des commandes américaines, là je les ai sous les yeux, donc on est à grosso modo, où est-ce que non, je les ai pas du tout sous les yeux, mais on est à 1700 pour la version conventionnelle, un peu plus de... Je sais plus... Là, tu parles uniquement de la commande américaine. Oui. Je les ai, voilà, 1763 pour la version classique US Air Force, 67 pour les Marines. Combien? 67? Oui. Pas plus? Et non. Mais c'est ça qui est fou, c'est que pour ces quelques dizaines d'avions, tout le programme a été impacté et l'avion a été défini, encore une fois, autour de cette contrainte. Et 273 pour la Navy. Je reviens sur la contrainte du décollage court. Donc il y a cette soufflante, il faut comprendre que cette soufflante, elle fait, je crois, 1,20 m de diamètre. Et qui est juste derrière le pilote, deux hélices contrarotatives et pour une puissance de 14 000 chevaux. Donc c'est l'équivalent d'un TP400, d'un moteur d'A400. La 400M, là. Ouais, ou d'un petit CFM56 dans le dos du pilote, quoi. Ça, c'est absolument incroyable. Mais ça se paye. Alors, tu as cette soufflante. Tu as le réacteur qui est pas très fin non plus. Hein. C'est pas un Marlboro derrière. C'est le F-135. C'est 19 tonnes de poussée avec l'APC. Donc, plus les soutes à munitions intégrées, plus les réservoirs, et tu arrives à un avion qui a un mètre couple phénoménal et qui a une surface frontale très très importante. Et donc, il faut un gros moteur pour pousser ça, quoi. Ce qui entraîne des effets en cascade pas très sympas. Donc, en résumé, est-ce que donc cette capacité SVTOL a quand même beaucoup complexifié la chose et puis rend aujourd'hui sans doute très très complexe le maintien en situation opérationnelle. Ça ne doit pas être facile, ça coûte cher. Est-ce que les Américains auraient pu s'en passer? D'après, si j'ai bien compris, c'était quand même un caprice des Marines qui voulaient... Un caprice, c'était un fantasme, quelque part, c'était un fantasme des ingénieurs et de la DARPA d'avoir ce décollage court et vitesse supersonique et en plus furtivité. Je crois que c'est un peu dans la mentalité américaine d'aller toujours plus loin, ce qui est bien d'une certaine manière, mais d'aller toujours vers le plus sophistiqué aussi, et plus c'est beau, plus c'est cher, plus c'est gros, mieux c'est, quoi. Donc il y a cet aspect-là des choses, sans faire de psychologie de bazar, mais voilà. Le caprice, encore une fois, les Marines, ils jouent leur survie, hein. Si tu leur enlèves ça, tu leur enlèves leur porte-aéronef, tu leur enlèves leurs hélicoptères embarqués, tu leur enlèves les missions expéditionnaires, le débarquement à terre. Ils n'ont plus rien. Après. Déjà qu'ils ont vendu tous leurs blindés, ils n'ont plus d'Abrams, hein, ils vont partir pour l'Ukraine d'ailleurs. Mais voilà, donc pour eux, c'était vraiment un problème existentiel. Là où les Américains sont forts, c'est qu'ils ont réussi à choper les Anglais et à leur mettre, encore une fois, j'ai déjà parlé de menottes, mais ils leur ont mis une belle paire de menottes parce que, hop, ils leur ont ponctionné quelques centaines de millions de dollars et ils les ont embarqués dans l'aventure F-35B avec le décollage court. Ce qui est étonnant, ce qui est marrant aussi, c'est que les Anglais se sont fait rouler dans la farine d'une certaine manière, parce qu'ils ont aujourd'hui deux navires énormes, 65 000 tonnes, hein, des porte-aéronefs, qui sont plus gros que le Charles de Gaulle. Je crois qu'ils sont plus longs, même tonnage à peu près. Ils en ont 2. Et qu'est-ce qu'ils ont sur ces bateaux? Ils ont... tiens, on a peut-être des photos, on va montrer des photos. Ou même une vidéo, tu peux montrer une vidéo, Martin, la vidéo qu'on a appelée Slapette. Donc ils ont ces énormes bateaux qui sous-emploient parce qu'ils se sont fait coincer par les Américains dans cette solution décollage court.
C'est triste pour les... Alors, stop. J'adore cette image. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit un pont vide, quoi, en fait. Hein. Il y a 2 avions qui se battent en duel sur un pont d'envol qui fait 3 stades de foot. On a le petit tremplin au bout, qui est pas très gros. Hein. Il faut voler à jeun, il faut pas le rater, le tremplin, parce que sinon on tombe sur le parking à côté. Et voilà, donc ils ont ces 2 énormes bateaux sur lesquels ils auront assez peu d'avions. Et les Anglais qui ont inventé le miroir d'appontage, qui ont inventé la piste oblique, qui ont inventé peut-être la catapulte aussi, je sais pas. Mais au moins le miroir d'appontage et la piste oblique. La catapulte à vapeur, oui, c'est eux qui l'ont mise au point. Ils se retrouvent à la case départ avec ce bateau qui revient à faire décoller un avion en roulant et en passant par... Alors, ils ont inventé le tremplin aussi. Mmh. Et à tel point que... Alors, il y a eu des va-et-vient dans leur cahier des charges quand ils ont construit ces bateaux, et ils ont envisagé à un moment donné de repasser à un bateau classique avec une piste oblique et une catapulte et des brins d'arrêt et des F-35C classiques, catapultables. Et les Américains ont dit « Ah ben non, les mecs, désolé, mais là, vous êtes partis sur l'F-35B parce que ça a arrangé énormément les Américains, ça permettait de diluer les coûts. » Oui, bien sûr. Oui. Ils leur ont donné un sucre d'orge, c'est Rolls-Royce qui a conçu la soufflante. Rolls-Royce, c'est le spécialiste de ce genre de choses. Mais ils n'ont pas eu le droit de mettre les doigts dans le réacteur, parce que ça, c'est intéressant. C'est la technologie du réacteur. Ça, c'est un vrai sujet de souveraineté, d'ailleurs. On pourra en parler tout à l'heure, mais on va en parler. Ouais. Tu notes tout ce dont on doit parler. Hein. Oui. Ce que je te propose, c'est que tu nous fasses un tour de l'avion. Alors, on voulait en avoir un dans le jardin, on ne l'a pas eu. On le dit tout de suite pour les auditeurs. Vous serez déçus, on ne va pas aller voir l'avion dehors. On va vous montrer une vidéo et puis on va expliquer un petit peu ce qu'on voit sur la vidéo. Alors, stop. Martin, il faut que tu sois prêt. Hein. Alors, cette image, elle est déjà extraordinaire. On voit c'est un F-35B, donc un décollage court. On voit la surface frontale qui est absolument monstrueuse. Je pense qu'on peut mettre sans problème deux Mirage F1 côte à côte et ça fait la même largeur. Là, je parle que du fuselage. Quoi. Rapporté à l'envergure, le ratio doit être, j'ai pas calculé d'ailleurs, mais le ratio doit être énorme. Quoi. On voit aussi sur cette image la bosse derrière la verrière qui encadre la soufflante qui fait plus d'1,20 m de diamètre. Donc ça donne un peu une idée des dimensions de la bête. Quoi. Voilà, on peut avancer. Donc on voit les radars qui tournent sur le Queen Elizabeth, ça marche bien. Donc là, tu les connais ? Oui. Ah, trop tard. Ça, c'est intéressant, on va revoir l'image, mais on peut l'arrêter aussi. Cette verrière qui bascule vers l'avant, avec un arceau intermédiaire. Donc les Américains ont tiré les leçons d'expérience F-16 F-22 qui étaient en une seule pièce, sans renfort à l'avant. Et ça faisait très très beaux avions, mais c'était très compliqué à fabriquer. Parce que il faut que la partie pare-brise à l'avant soit beaucoup plus épaisse que sur les côtés pour le périlavière et pour tous les chocs. Et donc, quand tu fais une verrière en une seule pièce avec une partie avant qui est très épaisse, puis qui s'affine progressivement vers l'arrière, c'est très complexe à faire. Donc, les Américains ont fait en 2 parties. Même si elle est solidaire quand elle se soulève, et il y a ce modèle de bascule vers l'avant qui est assez étonnant aussi. Ça permet alors, il y a un très gros pivot à l'avant de la verrière qui la soulève. Ça permet de sortir notamment le siège éjectable sans avoir à enlever la verrière. Le Rafale, c'est plus simple, la verrière bascule sur le côté et on peut aussi bien sortir un siège éjectable sans démonter la verrière. Mais bon, là, ils sortent leur siège, ils sont contents. Tu parles d'une opération de maintenance classique, oui, hein, oui, c'est pas en cas d'urgence. Non. En cas d'urgence, ça passe à travers la verrière. Oui, ou alors elle est éjectée. Je pense que ça passe à travers, mais à confirmer. Non, elle est fragilisée. Oui. Elle est fragilisée. Ouais. Et alors, autre avantage aussi, autre caractéristique, c'est qu'on se posait des questions au début sur la mise en service sur les bateaux en cas de vent fort. Comment ça se passe avec une verrière comme ça ? Est-ce que ça fait pas une voilure un peu inspi qui prend l'air et qui prend le vent plutôt et qui pourrait être abîmée ? Voilà, c'était une question qu'on posait à propos de cette verrière au début. La traînée est due à ce qu'on appelle la surface mouillée et l'avion est assez court, très compact. Donc la traînée due à la surface mouillée, c'est-à-dire en contact avec les prises, avec l'air, est assez réduite. Assez beau, ça, on va s'arrêter. On revient un petit peu en arrière.
Parce qu'on voit que le métier de pilote, c'est quand même un métier dangereux. Ouais. Alors, spécification de la Navy, mais qu'on retrouve aussi sur les avions de l'Air Force, c'est que l'échelle est intégrée dans l'avion. Et à titre personnel, moi je trouve dommage que les Rafale Marine ont cette échelle intégrée aussi, et je comprends pas que l'armée de l'air n'ait pas pris aussi l'option échelle intégrée, parce qu'on voit que sur les bases aériennes, ils se trimballent toujours avec des énormes escabeaux à roulettes. Alors c'est bien pour faire des photos, on monte sur l'escabeau. Après, c'est une question de masse, non? Non, c'est peanuts ça. Ah bon? Non, c'est rien ça. Je sais, honnêtement, je sais pas. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on voit Donc je note la question, on la posera à Eric. À Eric. Ouais. Eric. On voit aussi un tube pitot à gauche, c'est assez étonnant. Parce Juste au premier plan, là. Oui, le petit truc qui brille, là, le petit bitonio qui brille. Et c'est assez étonnant parce qu'en général, c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter quand on a un avion furtif. Ça doit être amovible, je pense. Oui, non, je pense pas. Je pense que s'il y a vraiment besoin de le rendre furtif, tu l'enlèves, non? C'est pas possible, ça n'existe pas. Peut-être. En fait, j'avais même pas remarqué, je le vois là. C'est du direct. Après, on voit les découpes en biseauté là, qui participent à la furtivité. Je vous dirai pas comment, parce que j'ai du mal à retenir les explications à chaque fois. Mais voilà. Allez, on le laisse monter, monsieur. Il est chargé comme un baudet, là, avec... Bon, enfin bref, avec tous ces branchements. Alors, Best Abo 3 nous dit bonjour à tous, bonjour à toi. Ça parle F-35, mais pas Rafale. Et non, aujourd'hui, c'est l'énigme F-35. Si, j'arrête pas de parler du Rafale. J'ai dit beaucoup, que le Rafale de l'armée de l'air n'avait même pas d'escabeau. On va en parler tout à l'heure aussi, parce que on parlera aussi du marché suisse. Tu peux revenir, Martin, 2 secondes en arrière, c'est un truc qui me fait marrer aussi. On voit que les gants sont coupés parce qu'effectivement, le F-35, dans le tableau, dans le cockpit, tu as un seul écran géant qui doit faire 50 cm de large sur 30 cm de haut, enfin, qui peut être partitionné à volonté par le pilote. Écran tactile, donc voilà, les gants sans les doigts. Mais là, on voit que c'est pas fait au ciseau, c'est fait proprement, quoi. Explore Agency, bonjour à vous deux, bonjour à toi aussi. Le F-35 est un ordinateur volant hyper connecté via des satellites. Nous savons tous que les Américains collectent des données. Ont-ils donc la possibilité de collecter des données à l'insu des pays ayant acheté cet avion, et quid du contrôle distant de l'avion? Alors là, vous allez... Explore Agency, tu as branché Frédéric sur un sujet qu'il aime bien. Oui, non, parce que j'aime pas la techno, mais oui, parce que c'est quand même intéressant, on rentre dans des trucs là. Hyper connecté, oui. Tous les avions aujourd'hui de combat sont quand même très connectés. Il y a la radio, bien sûr, il y a la liaison 16, il y a les liaisons satellites. Donc il y a beaucoup d'avions qui ont des avions de combat. Quand tu regardes par exemple les F-15 ou les F-16, enfin au moins les F-15 israéliens, ils ont un petit dôme à l'arrière, un petit R2D2. C'est une antenne satellite, voilà, qui va chercher les satellites et qui est protégée par un dôme. Ça, c'est une chose. Après, il est vrai que le F-35 a un mode en plus un système d'échange qui est propre à la communauté F-35 et F-22 et qui ne peut pas être partagé avec d'autres avions. Donc les Américains jouent là-dessus aussi en disant prenez du F-35, sinon vous ne pourrez plus nous parler. Si, on peut toujours le parler, sauf qu'on leur parle avec la radio ou on leur parle avec la liaison 16. Et ça va évoluer comme ça. Donc il y a quand même toujours des procédures, des standards autant qui permettent de communiquer entre les différents appareils. Les Américains collectent des données, oui, notamment par les systèmes de maintenance, parce que tout est centralisé. Ça, c'est un des scandales du F-35, c'est que c'est Lockheed Martin qui a la main sur toutes les opérations, tout ce qui touche à la maintenance des F-35. C'est pour ça que l'avion coûte la peau des fesses. C'est parce que dès que vous ouvrez une trappe, Lockheed le facture $100. Quoi. C'est pas la même chose avec le Rafale ? Non, c'est pas la même chose avec le Rafale. Les armées ont quand même une certaine latitude. Alors, les armées ne peuvent pas développer des systèmes pour le Rafale. Il faut passer par l'avionneur et par le bureau d'études de l'avionneur. Mais les armées ont quand même accès font la maintenance de leurs avions jusqu'au niveau industriel. Mais et après, il y a quand même aussi des établissements étatiques. Les armées ont quand même un contrôle sur les coûts de maintenance. Lockheed Martin a complètement la main sur la vie de l'avion. Et tout est centralisé, la maintenance est centralisée dans un système, une usine à gaz phénoménale qui s'appelait le système ALIS, qui marchait très mal, qui a causé énormément de soucis à sa mise en service, qui a plombé la disponibilité de l'avion,
qui coûtait très cher aussi. Ça rappelle un peu d'ailleurs le système louvois des armées quand il a fallu, quand les armées ont voulu centraliser toutes les questions des soldes, le paiement des soldes des militaires. Le système louvois était catastrophique. Là, c'est un peu la même chose pour l'F-35 à l'échelle américaine, à tel point que les Américains vont mettre le système Alice à la poubelle, donc après X dizaines de milliards de dollars de développement, et ils en créent un second qui va s'appeler Odin, et c'est encore plus joli comme nom, et voilà. Mais donc effectivement, en s'occupant de la maintenance de toutes les flottes de F-35 dans le monde, ils savent tout sur ce que sur ce que tu fais, quoi. Ils savent que l'avion a volé tant d'heures et qu'il est allé peut-être même à tel endroit, qu'il a fait telle chose. Et que si un jour les Chinois décident de couper des câbles de fibre optique au fond de l'océan ou de flinguer des satellites, les avions ne marchent plus. Parce que le lien avec le Lockheed Martin est rompu. D'accord. Et notamment ça, et en plus, quand tu déploies des F-35 dans le monde, il faut pratiquement reconstruire un serveur informatique dans une pièce spéciale avec quelques tonnes d'équipement pour que les pistards puissent travailler, quoi. D'accord, oui, donc on n'achète pas simplement un avion, on achète tout un système. Un environnement, un écosystème, ça fait riche. Là, on voit la tuyère orientable qui pousse dans le bon sens pour le décollage. Si on compte, on s'aperçoit que décollage sur le tremplin. Alors donc on a vu qu'il y avait des volets ouverts juste à l'arrière du fuselage. Donc là c'est aussi, il y a en même temps que ça pousse, ça soulève. Oui, c'est orienté à peu près à 45 degrés. Voilà. Ça, c'est extraordinaire comme image. C'est quand même fabuleux. C'est très très beau. Mais quand on compte, il y a une quinzaine de trappes ouvertes pour que l'avion atterrisse. Donc, première question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a une des 15 trappes qui ne s'ouvrent pas, quoi. L'avion part à la flotte parce qu'il y a une trappe sur les 15 qui ne s'ouvre pas. La deuxième question, c'est pas une question, c'est une constatation d'ailleurs. La deuxième chose sur la technique du F-35. Ça c'est beau comme image aussi. On voit sur cette image intéressante, quand on part de l'aile gauche, la première petite trappe qui est ouverte, c'est ce qu'on appelle les roll posts. C'est ce qui permet de... Là, tu parles des trappes sous le fuselage. Sous l'aile. La première petite, en partant de la gauche, sous l'aile, c'est la trappe ce qu'on appelle les roll posts. C'est ce qui permet de régler le roulis de l'avion. C'est un flux d'air à haute pression. Habituellement, sur les autres avions en décollage court et atterrissage vertical, ces postes sont en bout d'aile pour avoir un meilleur effet de levier, un moment de force. D'accord. Là, c'est très près du fuselage, donc près du centre de gravité, donc il faut leur donner encore plus de puissance pour que ça puisse jouer. L'avantage, c'est que tu diminues fortement les tuyauteries, puisque tout le reste de l'aile est libre et tu peux mettre du carburant dedans, quoi. Donc c'est un choix technique très intéressant. Et qui doit être aussi très complexe à résoudre quand même. Oui, très complexe à résoudre parce qu'il n'y a pas de sortie vers le haut. Donc si tu veux soulever l'aile, c'est facile, il faut souffler fort. Si tu veux baisser l'aile, tu souffles moins et tu lèves l'aile. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Sur le dessus, derrière le poste de pilotage, tu as la trappe qui s'ouvre de la soufflante. Et la grande ? Oui, la grande qui est à moitié ouverte là. Ouais. Et derrière, tu as une prise d'air additionnelle pour le réacteur. D'accord. Donc on voit que ça rentre, ça sort de tous les côtés. À côté de la jambe de train principale, tu as une trappe qui est ouverte aussi à la droite. C'est à l'arrière, tout à l'arrière, pour permettre à la tuyère de pivoter et de venir en position verticale. On voit que c'est un engin aussi complexe, comment arrive-t-il à fonctionner ? Mais c'est ça qui est beau. Alors, il faut dire que on peut remettre en route, Martin, si tu veux, mais le cahier des charges était très très complexe, et finalement, quand on fait la somme de toutes les contraintes, on se dit que les ingénieurs américains ont quand même pas mal bossé, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui fonctionne, malgré la folie du cahier des charges. Quoi. À droite du pilote, la première trappe, c'est la trappe de la soufflante. Là, c'est intéressant aussi. Ouais. Il y a un an, c'était carrément chez Lockheed Martin un vol de réception où l'avion a échappé au contrôle du pilote. On était sur le taxiway, ça partait dans tous les sens. C'était assez spectaculaire. Oui. Oui. Donc était dû, je ne sais plus à quoi c'était dû d'ailleurs. Ils ont arrêté de voler la flotte et c'est une pièce défectueuse, je crois.
D'accord. Franck, mais les gens qui trouvaient qui trouvaient le arrière complexe, oui. Mais encore une fois, sur le F-35B, on rajoute 2 couches de complexité, c'est le supersonique et puis la furtivité. Quoi. Donc il est plus simple dans la mesure où la solution choisie pour le vol vertical, avec une soufflante reliée par un arbre au réacteur, est finalement très directe. Il n'y a pas de... La soufflante, elle souffle de l'air froid, elle prend de l'air en haut, elle le souffle vers le bas. C'est quand même relativement plus simple que d'avoir de l'air chaud distribué plus simple, tu te dis en piquant sur le réacteur. Plus simple. Juste un truc quand même, parce qu'il y a des pilotes qui nous regardent. Comment on contrôle le F-35 en vol vertical? Ça, c'est quand même intéressant. On a évoqué ces roll posts, donc qui sont presque à l'emplanture de l'aile, qui contrôlent le roulis. On a le tangage qui est contrôlé, on a la soufflante à l'avant et le réacteur à l'arrière. Donc c'est quand même très très pointu ça. Pour, il y a des commandes de vol électrique. Ah ouais, bien sûr. Donc c'est totalement inimaginable. C'est un avion qui aurait été totalement inimaginable 10 ans avant. En 1990, il était pas réalisable cet avion. C'est ce qu'on m'a dit, mais je le crois volontiers, quoi. Il a fallu quand même des efforts de calcul, de conception pour le mettre au point. Donc le tangage, c'est le contrôle entre la soufflante et le réacteur, avec la tuyère orientée, qui est quand même très très fort. Et alors le plus terrible, c'est le lacet de l'avion, qui est contrôlé en orientant la tuyère à l'arrière, en la basculant de gauche à droite. Tu as 3 vérins, c'est un peu comme le contrôle des tuyères d'une fusée, qui sont contrôlés par des vérins. Il y a quand même des ailerons. Oui, mais en vol vertical à vitesse 0, il ne joue pas du tout. Là, je parle vraiment de la vitesse horizontale 0. Hein. Il y a une question de The Giorgio. Pourquoi la tuyère n'est pas orientée vers le haut pour le décollage, pour basculer vers l'avant, pour faire un bras de levier. Alors ça, on regardera une vidéo tout à l'heure, on le voit très très bien sur la version conventionnelle, le F-35A, au décollage. On voit que, il y a un grand coup de la gouverne de profondeur et l'avion se cabre tout de suite. La gouverne de profondeur a une très forte autorité, là. Donc là, il n'y a aucun souci. Pour le vol vertical, c'est pas utile, on met le tremplin et l'avion prend la bonne incidence, il part comme ça. Par contre, ce qui est intéressant dans la question de Giorgio, c'est pourquoi les Américains n'ont pas fait une tuyère, alors soit bidimensionnelle comme sur le F-22, effectivement, qui a une autorité aussi cabrée, piquée. Le F-22 qui est pas un avion à décollage vertical. Non. Hein, donc c'est pour la tuyère qui pour augmenter la maniabilité. Voilà. Les Russes ont choisi une solution plus intelligente qui est la tuyère rotative avec une virole et qui peut effectivement s'orienter qui a beaucoup plus de degrés de liberté que la... Alors pourquoi ils n'ont pas repris la tuyère bidimensionnelle du F-22? C'est que c'est un truc qui pèse très lourd et qui apporte pas énormément de choses. D'ailleurs, je pense que si les Américains devaient refaire le F-22, je suis pas sûr qu'ils fassent une tuyère bidimensionnelle comme ça. Pourquoi ils n'ont pas fait une tuyère, alors pour le coup presque, je sais pas si on dit tridimensionnelle ou pas avec une virole, je sais pas. Je sais pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas voulu refaire comme les Russes, parce qu'ils avaient trop honte de ne pas y avoir pensé en premier. C'est peut-être une question de basse psychologie à 2 balles, quoi. Est-ce que tu as d'autres images, d'autres vidéos à nous montrer? Alors, Martin, tiens, on peut regarder celles qui ont été faites. Trident, oui. Les images du CIRPA. Le CIRPA, donc, c'est... La com de l'armée de l'air. D'accord, et la com de l'armée de l'air a des images de F-35. Oui. Comment se fait-il? Ça, sincèrement, je me pose la question. Moi aussi, je me la pose, et même moi, j'ai des images de F-35, et je me demande, on va vous raconter un peu le dessous des cartes, l'arrière du décor. Avec plaisir. L'envers du décor, oui. Donc, nous sommes ici avec... Frédéric Lert, le spécialiste défense d'Aérobuzz, qui nous parle aujourd'hui du F-35 et des F-35, il en a vu de près. Et alors ça, c'était à Leeming, du côté de Leeds, en Grande-Bretagne, pendant l'exercice Atlantique Trident. Et donc ça, c'est assez récent? C'est très récent, on a fait des articles sur Aérobuzz. Il y a quoi? Il y a un mois à peu près? Un mois, oui. Allez sur Aérobuzz et vous verrez les articles. Vous retrouverez le reportage que Frédéric a fait en Grande-Bretagne. Ça, c'est un F-35B, donc décollage court, britannique, qui venait du porte-aéronef Queen Elizabeth, qui s'était arrêté pour faire un petit... c'était la journée VIP, donc ils étaient venus se montrer. Alors c'est étonnant parce que quand cet exercice a été conduit il y a 2 ans à Mont-de-Marsan, les Américains ont mis la main sur la base aérienne française et ils ont censuré les images. Ils ont contrôlé absolument toutes les images. Tu avais eu des difficultés là. Oui, ça avait été très compliqué. Chauffé, Et ça avait été très compliqué. Et ils avaient effacé des images des journalistes. Enfin voilà. Et alors là, on nous avait promis le même traitement et puis finalement, il ne s'est rien passé. Je pense qu'ils nous ont oubliés. Donc on a pu faire des très belles images sans se faire embêter.
Donc ça, c'est un exercice de hot refueling, c'est-à-dire d'avitaillement moteur tournant, qui se pratique sur les porte-avions, mais aussi sur les bases aériennes. Hein. Alors 8000 Donc litres. l'avantage, c'est que ça va vite. Alors ça va vite, tout est relatif, parce que 8000 litres, même sous pression, ça met du temps. Hein, Ouais. quand il faut le remplir. Et l'inconvénient, le risque, c'est quoi? C'est le feu. Ouais. Le risque, c'est le feu, bien sûr. Hein. Surtout sur un porte-avions, c'est ce qu'on craint le plus, quoi, hein, puisqu'on a un réacteur qui pousse, qui fait. Et donc qui fait le très chaud bénéfice-risque est quand même favorable. Quand il faut faire la guerre, on prend des risques. Donc voilà. Plutôt que de couper le réacteur, après, je pense qu'il faut réinitialiser les équipements à bord. Enfin, c'est compliqué. D'accord. Après, il y a une belle image, je crois. Elle va arriver. Ouais, elle va arriver. Où on voit que cet avion, c'est quand même une saucisse. C'est incroyable. On dirait un hot dog, en fait. On dirait qu'on a mis une saucisse dans du pain. Vu de derrière, on voit juste un fuselage. C'est assez impressionnant. Donc, c'était pas la première fois que tu t'envoyais d'aussi près des Non, F-35. on avait vu à Mont-de-Marsan, oui. La trappe avec les pointillés, c'est la trappe où on branche les... Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est celle de la furtivité, parce que là, il y a une chose dont on a horreur quand on veut un avion furtif, c'est les trappes. Parce que dès qu'une trappe est un peu mal jointive, ça fait des éco-parasites et l'avion peut être repéré. On en est à ce point-là, on fait très très attention. Donc je pense qu'effectivement, enfin je suis même certain que Lockheed Martin a fait très très attention à ces trappes qui sont ouvertes quand même et fermées régulièrement pour assurer une finition parfaite. On voit cet avion qui est quand même assez étonnant vu de derrière, où il n'y a rien qui dépasse. On ne dirait pas qu'il y a un cockpit. Voilà. Et donc là, pendant l'exercice, il y avait les 3 versions? Non, il n'y avait pas la Navy américaine, il y avait la Marine britannique et puis les versions décollage conventionnelles qui sont basées, alors là pour le coup, des avions américains qui sont basés en Angleterre, à Lakenheath. Et donc, si j'ai bien lu tes articles, là, il s'agissait de faire des exercices où les différentes armées, donc françaises, américaines et britanniques, travaillaient ensemble face à un ennemi commun, c'est ça, hein? Oui, c'est de la coopération Atlantique Trident, on peut en dire 2 mots. On va d'abord remercier le CIRPAIR aussi pour ces images qui sont vraiment chouettes. On voit bien l'avion là. Hein. Retour en fin de journée. Ouais. Ce qu'on voit sur cette image, là à gauche, du feu clignotant sur le fuselage et un petit truc qui dépasse, sombre, ça c'est un réflecteur radar, c'est des choses que mettent les Américains sur leurs avions furtifs tant que la Troisième Guerre mondiale n'est pas déclarée, et qui donne à peu près une image radar de l'avion, comme si l'avion était normal, enfin qui permet surtout de ne pas voir son niveau de furtivité, quoi. On en a déjà parlé, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur ce sujet, sur la réussite commerciale de l'avion. Donc, on a expliqué, du moins tu as expliqué qu'il y avait quand même le poids des USA qui était là derrière, c'est inévitable. Ouais. Hein. Quand on achète du F-35, on achète la protection des États-Unis. Et comme tu le disais, on l'achète les pieds et les mains liés. Oui, c'est comme quand tu achètes une imprimante. Si tu veux, l'imprimante, on te la donne pratiquement, sauf que là, on ne donne pas le F-35, mais derrière, tu payes les cartouches au prix fort. D'accord. C'est un petit peu ça. Ou une autre analogie, tu loues un abonnement à la box, et puis après, tu es un peu prisonnier de ta box parce que tu as la flemme de changer, parce que ça, et tous les mois, tu craches, quoi. Donc, salut Vautour 30. Je n'ai pas suivi la réponse sur la vente aux pays européens, qui reste pour moi totalement incompréhensible. À quel prix a-t-il été vendu ? Alors ça... Super bonne question. Les prix, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a dans le prix. Et puis surtout, les prix se font, il ne faut pas hésiter à le dire, ils se font à la tête du client. Hein. Donc tu peux avoir un énorme delta. Par exemple, les premiers pays partenaires du F-35, les ont payés la peau des fesses. Ceux qui arrivent 10 ans plus tard les payent beaucoup moins cher et en plus ils ont des versions plus modernes. C'est ballot. Les 4 premiers ont eux aussi récupéré une partie de la fabrication parce qu'il y a des chaînes d'assemblage en Italie, il y en a en Hollande aussi, non ? Voilà. Il y en a au Japon. Donc ces pays quand même... La maintenance aussi. Voilà, donc ils les ont peut-être payés cher, mais ils font tourner leur industrie locale. Ils ont récupéré une charge de travail, oui. Oui, mais enfin, quand tu payes pour faire travailler tes gens, enfin, c'est une logique qui semble-t-il acceptée par tous, mais quand même un petit peu bizarre d'une certaine manière, quoi. Bien sûr, oui, ils ont récupéré de la charge de travail. Ouais. D'accord. Ouais. On ne sait pas vraiment combien est vendu le... 80 millions de dollars. Pièces ? Oui.
Oui. Après, il y a une époque où on ne savait pas trop si ça comprenait le prix du moteur. Le prix du moteur, c'est, je sais pas, c'est peut-être un quart du prix de l'avion. C'est extrêmement. Le F-135 est un réacteur extrêmement cher. C'est un réacteur aussi, enfin, c'est un peu le tendon d'Achille de l'avion, pour deux raisons. D'abord, parce que la maintenance est très complexe. Et c'est un moteur qui pousse très très fort, mais qui s'use vite, qui est très chaud, qui s'use vite. Et l'entretien des moteurs était une des raisons principales du manque de disponibilité des avions américains il y a quelques mois, quoi. Parce qu'ils n'avaient plus de moteurs. Ils étaient tous en maintenance. Et est-ce que la maintenance, justement, a été conçue, du moins, voilà. Donc, est-ce qu'il est facile d'entretenir ces moteurs? Je sais que sur le Rafale, c'est relativement facile. On sort le moteur et on le remplace. Ah oui, ça c'est aussi une bonne question. Non, le Rafale, qui a été conçu aussi pour répondre aux besoins de la marine, a le moteur qui sort verticalement. On enlève les capotages dessous, on le sort verticalement. Comme le F-18 d'ailleurs, qui est un autre avion marin aussi, et c'est pas un hasard. C'est parce que quand tu es sur un porte-avions, l'espace est compté. Je ne sais pas si tu es déjà allé sur un porte-avions, mais dans le hangar du porte-avions, tu as 25 avions qui sont tous, c'est un Tetris. Hein. Et quand tu sors un réacteur verticalement, c'est génial, parce que l'empreinte au sol, elle reste inchangée. Quand il faut que tu sortes un réacteur par l'arrière, alors là, tu te crées des problèmes. Et le problème du F-35B, c'est que pour le coup, le réacteur sort par l'arrière. Tout à l'heure, je parlais du hot dog, donc la saucisse, tu la sors par l'arrière, quoi. Et ça, c'est véritablement, je pense que ça va être un problème à l'avenir sur les porte-avions américains, quand il y aura de plus en plus de F-35. C'est qu'ils sont obligés de réserver des spots assez importants à l'intérieur des hangars pour faire les changements moteurs. Et les changements moteurs, tu en fais souvent. D'accord. Donc il y a plus de moteurs que d'avions. Je veux dire, il y a un stock de moteurs. Il y a un volant de moteur de rechange, oui, ouais. toujours, mais ça coûte cher, hein, un stock. Donc maintenant, on nous dit qu'on nous prépare pour la guerre à haute intensité, donc peut-être que les stocks remontent, mais c'est comme l'assurance, hein, le stock, tu t'en sers quand tu en as besoin, sinon le reste du temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce qui vaut en combat aérien, demande Giorgio? Quand on parle avec... c'est mon péché mignon, moi, à chaque fois que je vais sur un exercice où il y a du Rafale, enfin ça m'est arrivé 2-3 fois, 4 fois, 5 fois, mais quand tu as un exercice où les Rafales français sont là et jouent avec du F-35, ils jouent pas les uns contre les autres en général, hein, ils jouent côte à côte ou dans des comao, enfin au sein de formations composites. Donc j'adore demander ça aux Français, effectivement, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, comment se passe et c'est très compliqué d'avoir une réponse. Eux-mêmes sont dans le flou sur cet avion. Ils n'ont pas le droit d'aller voir déjà ce qui se passe dans le cockpit, ce qui est assez vexant, parce qu'il y a quand même les Italiens, les Anglais, les Hollandais, les Belges qui ont des F-35 aussi. Bon. Et puis, mais ils appréhendent alors ils se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne dans la furtivité. Même si l'avion a des réflecteurs, il y a des choses qui quand même les grattent un petit peu, quoi, hein, quand ils regardent leur radar. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se rendent compte que le mode opératoire des F-35, des pilotes, est différent marque une certaine différence avec le leur, avec les avions conventionnels non furtifs. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple prendre plus de risques, s'approcher plus des sites de défense antiaérienne, alors que tu restes en général en dehors du cercle de létalité, tu tires à distance. Ou si tu t'approches, tu t'approches de telle ou telle manière, ou tu ne présentes pas certains aspects de l'avion. Et là, pour le coup, ils peuvent se rendre compte de certaines différences et de l'entraînement qui est quand même un petit peu différent sur l'F-35. Donc, globalement, pour eux, ça, c'est la première chose, c'est le côté furtivité. Et tout aussi intéressant, ils s'aperçoivent qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le système le radar, le système de surveillance, de veille, de contre-mesures électroniques, ce qu'on appelle le DAS sur le F-35 et le système de surveillance sur 365 degrés de l'avion fonctionne. Ils comprennent, les pilotes français comprennent que les pilotes de F-35 savent beaucoup de choses sur l'environnement. Les pilotes appellent ça la SA, la connaissance de l'environnement. Il semble évident que le F-35 offre à son pilote une très bonne ASA, une très bonne connaissance de son environnement. Et on s'est beaucoup moqué au début du F-35 à cause de son prix, de l'inflation, et puis de tous les problèmes qu'il a rencontrés. Et là tu es en train de nous décrire un avion qui a l'air d'être
super opérationnel. Alors, on en revient au titre, c'est une énigme. On saura, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Hein. On saura le jour où l'F-35 sera engagé au combat pour de vrai, ce qu'il vaut vraiment. Pour l'instant, tout est supposition et il y a beaucoup de vœux pieux aussi. Et puis, c'est la métaphore habituelle de l'épée et du bouclier, parce que le F-35 fait des choses, mais il est évident que les Chinois en face en font d'autres. Donc on sera fixé le jour où il faudra, quoi. Alors heureusement il y a les Israéliens qui sont là, qui nous aident un petit peu à affiner le propos, parce que effectivement les Israéliens ont été les premiers à utiliser l'avion au combat. Là encore ils restent très discrets, mais ils ont commencé avec cette fameuse photo où on voyait un F-35 qui survolait Beyrouth tranquillou. Bon, donc tu te dis voilà, il peut se promener au-dessus du Liban sans souci. Pourtant, il y a des batteries syriennes qui sont pas très loin. Il serait allé bombarder la Syrie, peut-être. Je ne sais plus si c'est avéré ou pas. Donc, ils l'utilisent au combat. Ils l'ont acheté. Je crois qu'ils veulent en reprendre un petit peu plus. Donc, ça montre que ça marche bien. Il y a un fait qui est indubitable, c'est qu'avec sa soute, le F-35 emporte l'armement bien caché. Il préserve sa furtivité, et là il n'y a aucun doute sur le fait que la furtivité fonctionne. Après la question est de savoir jusqu'où elle fonctionne. Est-ce qu'elle ne rend pas invisible la furtivité, hein. C'est un ensemble de choses. Il y a la furtivité de l'avion lui-même, il y a la furtivité des trajectoires par exemple, on présente tel aspect de l'avion plutôt que tel autre. Et donc tout mis bout à bout permet il y a la furtivité des contre-mesures aussi, des contre-mesures. Et tout ça mis bout à bout permet de t'approcher, au lieu de rester à 50 km d'un site, tu vas t'approcher à 20, 30, et ainsi de suite, quoi. Le Rafale n'est pas furtif. Le Rafale est discret, monsieur. Non, mais c'est le vocabulaire officiel de Dassault Aviation. Donc le Rafale est vendu comme un avion discret. Donc le Rafale répond à un cahier des charges de l'armée française notamment. Oui. Donc l'armée française a fait le choix de ne pas utiliser d'avions furtifs. Je pense que c'est Bercy qui a fait le choix. La furtivité, c'est un sport de riche, hein. Donc on a fait le Rafale. Le Rafale est un avion taillé au plus juste, physiquement et dans ses mensurations et dans son cahier des charges et dans ses capacités. Et l'avantage d'être pauvre, parfois, c'est que ça oblige à faire les choses intelligemment et bien, et à pas s'encombrer de sophistication inutile ou de choses superfétatoires. Donc pour ça, le Rafale est quand même bien conçu. Il est discret parce que certaines choses ont été travaillées pour réduire sa signature radar. Sa signature visuelle aussi, hein, faut pas l'oublier, c'est un petit avion. Quand le Rafale se bat contre un F-22, le F-22 il le voit arriver à 10 km, hein, à l'œil nu, quoi. Donc le F-15 aussi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, mais effectivement le Rafale n'est pas furtif. Tant que le Rafale trimballera ses bombes et ses réservoirs sous les ailes, il ne sera pas furtif. Alors Vautour 30 nous demande, en termes de combat aérien, a-t-on une idée de la manœuvrabilité du F-35 par rapport au Rafale? Donc ça je dirais, c'est un débat infini, interminable. Oui. C'est un débat infini, interminable. Oui, tu dis c'est infini parce que tout dépend de la configuration des avions aussi. Il est évident que le F-35, qu'on voit évoluer au Bourget, qui fait des boucles carrées, il n'a pas 8 tonnes de carburant dans ses réservoirs. Le F-35, le Rafale, si tu l'envoies se battre avec 3 bidons de 2000 litres sous l'avion, il est limité à 5G ou 5G5, enfin voilà. Si tu l'envoies avec un seul bidon supersonique de 1300 litres, je crois, là il monte à 9G. Donc il ne se battra pas de la même façon. Le Rafale, ça fait 20 ans qu'il attend qu'on veuille bien lui donner aussi un viseur de casque. Là, ça va arriver, mais ça a été long, hein. Il faut connaître le scénario du combat, d'ailleurs. Est-ce que le combat, ça se fait à 40 km de distance, auquel cas le Rafale a le Météore, ou même plus, hein, et le F-35 n'a pas aujourd'hui d'équivalent au Météore. Donc effectivement, le Météore, c'est quoi? C'est un missile MBDA à longue portée, un missile avec un statoréacteur. Et les Américains n'ont pas l'équivalent? Non, ils sont en train d'en développer un à très longue portée aussi, mais étonnamment, les Américains ont laissé filer un petit peu cette capacité de tir à très longue distance. D'accord.
Ils ont d'autres avantages, c'est-à-dire que les Américains, ils sont un peu bourrins et ils arrivent à 10 avions de front s'ils lâchent chacun 4 missiles et ils te submergent avec 40 missiles et tu peux rien faire. Mais ils n'ont pas ce missile-là. Donc voilà, si c'est un combat 1 contre 1 au Météore, bien sûr, le Rafale gagne. Si c'est un combat 1 contre 1 à distance Mika AMRAAM, c'est plus compliqué parce que je pense que le Rafale ne verra pas le F-35 avant que l'AMRAAM vienne le taper. Et si c'est un combat rapproché, on peut se souvenir quand même des images du F-35 au Bourget où il montrait quand même un très bon niveau d'accélération. Donc c'est un avion qui, je pense, garde son énergie et peut tourner serré pendant longtemps. Donc, et en plus, qui offre le viseur de casque à son pilote. Donc, je sais pas. Après, ça dépend aussi bien sûr du pilote. Donc, comme tu le disais, c'est c'est le jour où ils seront engagés pour de vrai que là, on verra ce qu'il faut. Bon, voilà. 80% du temps, c'est du fire and forget dans les scénarios. Explique la zone aéro. Encore une fois, oui, ça dépend du scénario, mais c'est vrai que les gros exercices qu'on voit aujourd'hui, c'est ce que dit la zone aéro, c'est du tir hors de portée visuelle. Donc c'est du guidage radar, c'est oui, bien sûr, par liaison de données aussi. Enfin, c'est ça que travaillent les armées occidentales aujourd'hui. Petit aparté, c'est ça que l'OTAN ferait si l'OTAN était en Ukraine. Et le ciel, moi je pense que le ciel serait nettoyé en un quart de seconde. Voilà, ça irait très très vite. Parce qu'il y a véritablement un vrai savoir-faire au niveau de l'OTAN là-dessus et qui est cultivé depuis très longtemps, qui demande beaucoup de temps, d'énergie et de savoir-faire. Tu parles de l'OTAN, tous les exercices auxquels toi tu participes en tant que reporter, c'est toujours des exercices OTAN. Le dernier en Grande-Bretagne, c'était ça Alors, ce sont des pays de l'OTAN, mais c'est un exercice tripartite. C'est un club très select qui réunit la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est les 3 nations leaders présentes en Europe. D'accord. Qui ont cette capacité de ce savoir-faire d'entrer en premier, de mener de conduire des situations très complexes. D'accord. Alors, une question aussi, là on en arrive au sujet de l'évolution de ces engins de combat. Le F-35 a déjà une nouvelle version de moteur plus puissante et le Rafale qui est plus rien. Il garde même le même moteur alors qu'il s'alourdit avec l'âge. Mais c'est très vrai, les avions sont comme des êtres humains. On disait ça sur le F-18, je crois, il gagnait 50 kilos par an, quoi. Donc quand tu mets un avion au bout de 20 ans, eh bien, il a gagné une tonne de boîtes. Principalement, c'est des boîtes électroniques, quoi. Donc, alors non, le F-35 garde le réacteur F-135. Par contre, le réacteur F-135 évolue. Comme le réacteur du Rafale évolué, mais on est aux États-Unis, encore une fois. On est en cours d'évolution de ce réacteur. Alors oui, c'est en cours d'évolution. En cours de développement, je veux dire. Le problème du F-35, c'est que donc, du réacteur F-135, c'est que c'est un moteur qui pousse énormément. Donc je reviens, il fait, je crois, 14 tonnes à sec, ce qui est pratiquement l'équivalent de 2 réacteurs du Rafale réunis avec la post-combustion. Et 19 tonnes avec la post-combustion, donc c'est ce qui en fait très largement le moteur le plus puissant du monde occidental, on va dire. C'est un moteur qui chauffe beaucoup, donc qui s'use beaucoup et qui doit fournir aussi beaucoup d'énergie électrique à tous les systèmes embarqués. Là, Lockheed Martin développe actuellement le bloc 4 du F-35. Pour la modeste somme, je crois, on en est à 20 milliards de dollars ou 16 milliards de dollars, enfin un truc encore une fois ahurissant pour développer un nouveau bloc. Qui aura un nouveau radar, une nouvelle interface dans le cockpit, des nouvelles contre-mesures électroniques, enfin, beaucoup de choses nouvelles. Et qui sera équipé aussi pour contrôler des drones à distance, enfin, et ainsi de suite. Et qui donc aura besoin de plus d'énergie électrique et qui aura besoin de plus de puissance parce qu'il va s'alourdir. Et donc on développe, j'ai un trou, c'est Pratt ou c'est G qui fait le F-135, le chat va nous le dire. Enfin, le motoriste développe une version qui s'appelle le F-135 ECU. Qui sera plus puissante. C'est en cours de développement, encore une fois, ça vaut la peau du cul, mais ça va arriver. Il y a et côté Rafale, on en reste au M88, je ne sais plus quelle version, globalement qui reste au même niveau de puissance. On avait évoqué il y a quelque temps la possibilité de faire monter la puissance du réacteur jusqu'à 9 tonnes.
pour les Émirats Arabes Unis, parce que pour les pays chauds notamment, parce qu'on sait que quand il fait chaud, il faut plus de puissance pour décoller. Enfin, c'est pas ça, c'est que le réacteur perd un peu de sa puissance et donc il en faut plus au départ. Mais ça coûte cher, mon fils. Et puis le motoriste dit que les pilotes sont des enfants gâtés, hein, que plus on leur en donne, plus ils en veulent. Donc voilà, faites avec ce que vous avez et ça ira bien comme ça. Dernière chose, c'est qu'on évoque rarement quand on ne fait pas monter la puissance d'un moteur comme ça, ça impacte énormément l'avion. C'est-à-dire que notamment dans le Rafale, qui est un tout petit avion, enfin un avion relativement petit, le moteur est à l'étroit. Et tu peux pas, pour augmenter la puissance, quelque part, par moment, il faut soit augmenter un peu les tolérances parce que le moteur va être plus chaud, soit augmenter le diamètre du réacteur, augmenter le premier étage du compresseur parce qu'il faut fournir plus de puissance, et ainsi de suite. Ben non, le Rafale, je suis désolé, c'est pas possible parce que le moteur est déjà à l'étroit. Et le F-35, c'est peut-être un peu pareil, mais je pense qu'il y a plus de tolérance, quoi. Pendant que tu nous expliquais tout cela, le chat nous a dit que le motoriste était Pratt & Whitney. Ouais, d'accord. Voilà. Alors justement, General Electric a gueulé comme un putois et voulait faire une version concurrente, parce que c'est quand même un sacré marché. 3000 avions dans le monde, avec des moteurs qui coûtent X dizaines de millions de dollars, qui s'usent. Des moteurs qui s'usent, ouais. Et donc, il fallait mettre un gros billet au départ. C'est vrai que la concurrence aurait peut-être eu un effet bénéfique sur le prix du moteur, mais ça n'a pas été le cas. D'accord. Et il faut noter aussi sur le moteur, un petit aparté aussi, c'est que les Anglais n'ont pas... alors les Anglais auraient embarqué, je crois, dans le concurrent du F-135, qui serait appelé le F-136 pour le coup, avec GE, et peut-être une partie de la réponse du NIET du Pentagone sur le moteur de remplacement, c'est pour pas que les Anglais mettent leur nez dans ce moteur, parce que ce qui est important de dire aussi, c'est que un vrai aspect de la souveraineté en matière d'avion de combat. À la limite, dessiner un avion de combat, beaucoup de monde sait le faire. Un moteur, c'est très très compliqué. La vraie souveraineté, elle est là aujourd'hui. Elle est dans le moteur. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être pas être inquiet, mais être un peu prudent sur la souveraineté française en matière d'avion de combat. C'est qu'on saura toujours dessiner un avion. Savoir concevoir un moteur avec ses parties chaudes, attention à Safran, quoi. Le M88 a été conçu il y a quand même déjà quelques années. Les ingénieurs, ça part à la retraite, et il y a un savoir-faire très pointu à entretenir là-dessus. D'accord, le message est passé. On s'arrangera pour le faire passer à Safran, hein, à Olivier. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est où en est la Suisse dans ses choix de l'avion de combat pour remplacer quoi, ces vieux... Est-ce qu'on a un annonceur suisse ou pas? Est-ce qu'on peut dire... Qu'est-ce qu'on peut dire, Gilles? On n'a pas d'annonceur suisse, donc tu es libre de tes propos. C'est une très bonne question, la Suisse. Tout le monde a été très très surpris par le choix des Suisses en matière d'avions de combat. Les Suisses ne sont pas véritablement menacés par leurs voisins. Ils ne sont pas connus pour leur propension à aller bombarder l'Asie centrale ou le Moyen-Orient. Donc on pensait tout bêtement qu'ils avaient besoin d'un avion d'interception ou pour faire la police du ciel, ou un intercepteur, quoi, hein, tout simplement, comme ils avaient auparavant. Déjà, le choix du F-18 était assez marrant. Et puis, petit avion, c'est pas non plus, c'est pas un pays continental. Enfin, c'est pas un pays qui a la taille d'un continent. Et donc, ils sont partis vers le F-35 qui ont été, en bonne logique, le dernier avion à prendre pour faire de la mission de police du ciel, quoi. C'est pas un intercepteur, c'est un bombardier, le F-35. Hein. C'est avant tout un bombardier. À quoi ça sert d'être furtif en Suisse? À quoi ça sert de pouvoir emporter des bombes en soute, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, choix très surprenant. Moi, j'ai pas le mot de la fin. Écrivez-nous si vous l'avez, mais j'ai pas le mot de la fin. Mais donc là, la Suisse a signé le bon de commande. Elle a sélectionné le F-35. Je ne sais pas si elle a signé, si elle a versé un acompte ou pas. J'avoue que je n'ai pas révisé cette partie. Parce qu'elle mais le choix du F-35... Elle avait déjà fait ce choix, puis il y a eu un rebondissement, non ? Auparavant, elle avait fait le choix du Gripen qui, en toute honnêteté, me semblait beaucoup plus cohérent. Il y avait eu le choix du Gripen et il y avait une votation des Suisses qui avait fait que ce choix du Gripen avait été invalidé. Pas de peau pour les contribuables. Vous n'avez pas voulu le Gripen, vous aurez le F-35. Voilà, c'est pas de chance. On vous l'avait dit, mais vous l'avez fait quand même. Petit Luc demande l'Allemagne.
L'Allemagne, ouais, va commander du F-35 aussi, c'est incroyable, c'est comme ça. Alors, c'est une question qu'on n'a pas évoquée, mais pourquoi aussi tous ces pays d'Europe achètent du F-35, enfin certains pays d'Europe? C'est pour cette fumeuse histoire de capacité nucléaire. Depuis quelques dizaines d'années, certains pays en Europe ont une délégation j'allais dire une délégation de tir, non, parce que les munitions nucléaires restent sous contrôle américain, mais ont au sein de l'OTAN cette mission de bombardement nucléaire. Et donc, pour tirer des bombes nucléaires américaines qui leur sont prêtées, les Américains sont quand même sympas, hein, ils gardent la bombe est à eux, mais ils te disent, tiens, bah, tu la prends, tu vas aller la jeter là-bas, mais tu dis que c'est moi. Hein. Et donc, ils ont des avions qui sont qualifiés pour tirer ces bombes nucléaires. C'est quand même super pratique aussi pour l'industrie américaine, parce que l'industrie américaine, c'est elle qui décide si l'avion est qualifié ou pas. Et ça coûte cher. Et là, en donnant le F-35, on dit aux Européens, tenez, voilà, vous avez le F-35, c'est bien, vous allez pouvoir garder la mission nucléaire. Et les F-35, ils sont quand même, les Européens disent, certains Européens disent, chouette, parce que justement, on voulait garder cette mission nucléaire, parce que grâce à ça, on est des gens importants. Donc voilà, le F-35 s'appuie aussi sur cette mission nucléaire qui est à dormir debout, parce qu'il s'agit quoi ? Il s'agit de larguer une bombe à gravité comme les Américains ont fait sur Hiroshima, quoi. C'est-à-dire passer au-dessus de l'objectif ou passer très près et larguer un suppositoire qui va tomber, quoi. Quand la France, depuis plus de 20 ans, utilise un missile à statoréacteur avec quelques centaines de kilomètres de portée, qui est quand même hautement plus dissuasif que ces vieilles bombes B-61 que les Américains modernisent consciencieusement. Ils dépensent quelques milliards à chaque fois pour la moderniser. Mais c'est un procédé antédiluvien et voilà. Ça fait vendre du F-35. Et oui. Bon, et est-ce que le F-35 est copié aujourd'hui ? Malheureusement, j'allais dire, pour ceux qui le copient, oui. Mais il n'y a pas de honte à copier. Alors, qui copie ? Je laisse un peu de suspense. Il n'y a pas de honte à copier parce qu'on apprend toujours en copiant. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'on copie et puis utiliser intelligemment l'information qu'on récupère. Donc les Chinois sont allés, on dit, je crois que c'est pas le New York Times, mais c'est un journal américain, le Wall Street Journal, qui avait sorti un article il y a une dizaine d'années en expliquant en long, en large et en travers que les Chinois avaient copié les Américains en allant simplement sur les serveurs. Enfin, ils s'étaient débrouillés, ils avaient chargé quelques téraoctets de données. Et ils ont fait un avion qui s'appelle le J-31, qui est copié sur l'américain, mais ils ont fait ça de bien. Ils l'ont fait très bien les Chinois parce qu'ils n'ont pas retenu la version décollage court et atterrissage vertical. Donc ils ne sont pas emmerdés avec ça. Ils ont fait un biréacteur qui est une copie conforme extérieurement du F-35, mais sans cette contrainte du décollage vertical. Ça, c'est la première copie chinoise. On s'y attendait. Il s'appelle comment celui-là ? J-31. J-31, d'accord. Et je note. J-31, voilà. Et la deuxième, alors c'est pas vraiment une copie, mais c'est une réponse, plutôt on va pas appeler ça une copie, on va appeler ça une réponse russe, qui est le Sukhoi 75 Checkmate, qui a été présenté il y a quelques mois pour la première fois, et qui est une réponse au F-35 parce que c'était un monoréacteur furtif, qui se veut furtif, avec des soutes à munitions, mais encore une fois sans la contrainte du décollage court et atterrissage vertical, et que je trouve assez remarquable parce que les Russes ils n'ont pas tous envoyé au front, ils ont encore des mecs qui savent réfléchir et des bons aérodynamiciens et des gens qui réfléchissent, qui ont l'esprit assez ouvert, et c'est un avion qui est quand même très très intéressant. On ne sait pas s'ils auront l'argent pour le développer, pour l'industrialiser, mais voilà, c'est une réponse clairement au F-35. Alors en vrac des questions, pouvons-nous imaginer un avion européen ? Mais si, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans et qu'on va faire encore pendant 20 ans. On va continuer à imaginer. Alors, monoréacteur, non. Nous, en Europe, on voit grand. C'est le fameux programme de SCAF qui comprend un avion de nouvelle génération. Le SCAF, c'est un programme. C'est un système qui va comprendre un avion de combat de nouvelle génération, des drones de combat, tout un tas de choses, des systèmes de communication nouveaux, enfin... Et donc ce futur avion de combat qui est le NGF, New Generation Fighter, qui est l'objet de cette coopération, de cette volonté de coopération entre la France, l'Allemagne et l'Italie, qui se veut une nouvelle génération d'avions, un successeur au Rafale, un successeur à l'Eurofighter. Alors ça ne sera pas une copie de F-35, bien sûr, on vise plus haut, on vise déjà quelque chose de plus récent. La génération suivante. Oui. Et puis de plus lourd, de plus ambitieux. Mais on n'y est pas encore. Oui, parce que là, il y a des problèmes entre les partenaires. Oui,
Oui. On parle d'un démonstrateur qui volerait je crois, on parle de quoi, 2035, 2040 C'est ce qui. Giorgio dit l'Espagne mais pas l'Italie, oui, c'est ça. Oui, ça. l'Espagne mais pas l'Italie. Et peut-être la zone aéro Eurofighter. L'Eurofighter, c'est un avion qui a quoi maintenant, qui a 30 ans, plus de 30 ans. Donc c'est d'ancienne génération, ça. De génération, on va dire actuelle. Ça représente pas l'avenir. Et d'ailleurs, l'Eurofighter s'est fait bouffer par le F-35. C'est un avion. Il est pas beau. En plus. Il s'appelle comment l'avion que développent actuellement les Britanniques? Le Tempest. Tempest, voilà. C'est pareil, c'est comme le SCAF, c'est un projet, mais pour l'instant, c'est un projet très ambitieux. Qui s'est retiré récemment? Je crois que c'est les Suédois qui ont dit qu'ils voulaient y aller, puis qui finalement vont plus trop y aller. Donc là, c'est les Anglais, les Italiens. Les Japonais devaient se greffer au programme. Alors bon courage, bonne chance pour faire un projet commun avec les Japonais. Parce que c'est très compliqué, ils sont loin, ils parlent pas la même langue que nous. Ils n'ont pas, et de façon concrète et de façon métaphorique. Donc c'est très compliqué. Ils ont essayé de faire un avion d'affaires en coopération internationale, on a vu ce que ça a donné. Ouais. La zone aéro est précise, c'était plus pour dire qu'il existe déjà un avion européen, l'Eurofighter, et peut-être qu'on pourrait, sur cette base de coopération, développer un nouvel avion. Mais je pense que la coopération... C'est tout l'objet actuellement de la coopération qui est recherchée entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire entre Airbus et Dassault. Et c'est difficile. Oui, c'est le mariage de la carpe et du lapin, quoi. Tu prends deux concurrents d'hier et tu vas en faire les super copains de demain et qui partagent leurs petits secrets, leurs technologies, et c'est compliqué. C'est pas gagné. Ouais. Le casque du F-35, il y a une question. Oui, alors Scorpion, ça va être le viseur de casque du Rafale standard F4, qui enfin va arriver en service. Donc ça, c'est une chose. Alors, tu as des pays qui ont déjà du Rafale et qui ont acheté à l'étranger. Nous, ce qu'on ne peut pas faire, il faut que ce soit français. Mais je crois que c'est les Émiratis qui ont un casque d'origine étrangère sur le Rafale. Sur le Rafale? Oui, bien sûr. C'est pas et donc là, eux, ils ont le droit. Ils ont le droit d'acheter ce qu'ils veulent. Voilà, contrairement aux clients du F-35, qui, eux, doivent acheter... Alors oui, et contrairement aussi à l'armée de l'air, quand elle achète du Rafale, elle doit acheter ce qu'on lui dit d'acheter aussi. Je pense que si l'armée de l'air avait pu acheter un viseur de casque étranger, elle l'aurait fait. D'accord. Mais voilà. Parce que le Thales, c'est pas bon? Si, mais c'est une question de budget et puis d'avoir le choix aussi. D'accord. Mais le viseur de casque, le budget du viseur de casque a été repoussé de standard en standard parce que on jugeait que c'était pas essentiel. Il y avait d'autres choses plus urgentes. Et le viseur du F-35, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un truc à $600 000. Donc quand tu enfiles le casque, tu as un appartement parisien sur la tête, en fait, avec vue sur Tour Eiffel depuis la salle de bain. Et voilà, et c'est un truc monstrueux. Alors, on l'a pas dit quand on a regardé les images, mais le F-35 n'a pas d'affichage tête haute. Devant le pilote, il n'y a rien. C'est la mer morte. D'accord. C'est plat, il n'y a rien du tout. Et comment il récupère les infos? Et tout se fait alors soit par l'écran, pour la situation tactique, ou même plus que la situation tactique, mais tout se fait sur l'affichage, par affichage sur le viseur de casque. Donc tu as les informations de vol, tu as les informations de navigation, tu as les informations sur les armements, tu as tout un tas de choses. Donc si tu laisses tomber ton casque avant de partir en vol, tu ne pars pas en vol. Sylvain Toyozan, le Tigre avait déjà un casque depuis près de 20 ans. Oui, mais c'était encore autre chose, bien sûr. On sait faire en France, ce genre de choses. Et d'ailleurs, mais si tu regardes bien, Sylvain Toyozan, le tireur en place avant avait un viseur tête haute quand même sur le Tigre. Mais c'est bien sûr, le casque, c'est super pour faire du ralliement. Tu regardes, ton radar te dit un truc là-bas. T'as une croix qui s'affiche dans ton casque, tu tournes et tu vois tout de suite où regarde ton radar. Pareil pour les capteurs optroniques qui sont intégrés au F-35 aussi. Enfin, ça fluidifie énormément le travail. Ça sécurise beaucoup les échanges parce que quand ton allié te transmet une piste et te dit moi je regarde là-bas, regarde aussi, on va tirer là-bas. Ça te le dit dans ton viseur de casque et tu regardes et effectivement tu regardes la même chose que ton allié. Le problème sur le F-35, c'est qu'ils ont été hyper ambitieux. Les Américains ont été hyper ambitieux. Ils ont mis énormément de choses. C'est très compliqué à utiliser. Il y a même le risque de surcharge du pilote cognitive parce qu'il a trop d'informations qui s'affichent sur le casque. Et un truc bête, quand il s'agit de tirer au canon, quand tu as
tu as la mire sur ton affichage cathode, ben, la mire, elle est dans l'affichage, elle est dans la vitre, elle est fixe. Quand elle est sur ton casque, c'est compliqué d'avoir un truc fixe sur ton casque quand tu bouges la tête, et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'ils ont quand même quelques problèmes de tir-canon avec cet avion, d'autant que ils ont un problème sur le problème, c'est que le canon est masqué par une trappe. Quand tu tires au canon, la trappe s'ouvre, mais ça fait une prise à l'air relatif, ça fait vibrer l'avion. Enfin, voilà. Ils ont quand même quelques gros soucis là-dessus, et ce qui fait qu'ils avaient l'ambition. Là, je fais un grand saut là dans l'espace-temps, mais ils avaient l'ambition au lancement du programme de remplacer le A-10 d'appui-feu par du F-35, ce qui est totalement illusoire. Ils ont renoncé. Ah non, ils n'ont pas renoncé. Officiellement, ça reste le cas, D'accord. mais c'est totalement illusoire. Okay. C'est du bourrage C'est du bourrage. Gilles Rosenberger te rappelle que la coopération reste entre compétiteurs. Il y a un exemple réussi avec CFM. Alors oui, mais modulo un truc, bien sûr, c'est un très très bon exemple. Alors ça tient à deux choses en fait. Ça tient d'abord à la bonne entente à l'époque des chefs de General Electric et de Safran. Ça s'est joué vraiment au niveau personnel. Ce sont les deux patrons des deux boîtes qui sont bien entendus, qui sont mis d'accord, qui sont serrés la main, et c'était Ravier, je crois, pour Snecma à l'époque, on va nous le dire. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que le partage des tâches est très très net. Ce qui n'est pas le cas pour le SCAF. Enfin, la bataille homérique du SCAF en ce moment, c'est la question du partage des tâches et de la propriété intellectuelle. Sur le CFM 56 franco-américain, CFM fait la partie froide, la soufflante à l'avant, et les Américains font les parties chaudes. Et les parties chaudes, c'est les parties nobles et les parties qui demandent le plus de travail et de compétences. Voilà à quoi ça se joue. Hein. D'accord. Donc, un partage des tâches quand même. Et ça fait une différence énorme. Ok, bon, je pense que pour le CFM 56, moins pour le LEAP. Peut-être, mais je pense que sur le fond, ça reste un peu la même chose quand même. Mais ça veut dire que c'est un partenariat déséquilibré, tu penses ? D'un point de vue technologique, oui, les parts de travail les charges de travail sont pas les mêmes. Est-ce que c'est ton avis ? Mais c'est tout bénéfice pour CFM et pour Safran qui a mis le pied à l'étrier sur un programme très très réussi. Ah bah oui. Je m'associe au chat pour te remercier. On a passé vraiment un très très bon moment. J'ai beau lire avec attention tous tes articles sur le F-35 depuis une quinzaine d'années. J'ai encore appris plein de choses aujourd'hui. Donc merci Fred. Eh bien, merci à tous. Donc vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitch, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, and so on. Au revoir les gens.